Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin, on vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver à manger et à boire. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Bienvenue dans cette édition spéciale de 25 minutes Inside. Nous sommes en janvier 2026. Crise du gouvernement, le corps nu, mobilisation, ça ne tient plus, et baisse des subventions. Le secteur de l'économie sociale et solidaire est au bord de l'asphyxie. Mais un autre danger guette, plus invisible, la transformation numérique. Est-elle le remède miracle ou le poison qui va tuer l'âme associative ? Pour répondre, nous avons envoyé notre experte sur le terrain. Elle vient du monde des multinationales. Pour nous, elle a infiltré le milieu associatif. Voici son rapport, place à l'enquête. Marie Bretodeau, c'est à vous. Je suis une enfant du corporate. Pendant plus de 20 ans, ma vie professionnelle a été régie par 3 lettres. KPI, ou indicateur clé de performance en bon français. 10 ans chez Ford France, 12 ans chez Philips Sommeil et Santé Respiratoire, au marketing France, Europe, puis à l'international. Mon quotidien, c'était le lancement de produits millimétrés, la performance des campagnes, le marketing événementiel, la gestion de crise. En somme, la poursuite obsessionnelle du retour sur investissement. Je suis une marketeuse pure et dure. Mon métier, c'était d'outiller les marchés et les forces terrain pour vendre des pièces auto, des services, des logiciels SaaS et enfin de l'équipement pour les patients chroniques. Et j'adorais ça. Mais en 2024, quelque chose a commencé à se fissurer. J'observais mes collègues aux États-Unis, ultra investis auprès des associations locales. J'entendais parler du travail extraordinaire mené par la Fondation Philips. Et puis je me regardais moi. J'avais 20 ans d'expertise dans le digital, la stratégie, l'efficacité, et la seule façon que je connaissais d'aider le bien commun, c'était de faire un chèque. Je me sentais inutile, pire, déconnectée. Alors, j'ai entamé le voyage des 12 derniers mois. J'ai postulé à ce MBA avec une hypothèse de départ d'une naïveté confondante, presque arrogante. Je me disais, le monde associatif galère ? Facile. Ils ont juste besoin de faire comme nous. Ils ont besoin de transformation digitale. Ils ont besoin d'automatisation. Ils ont besoin d'IA. Si on leur donne la boîte à outils de la Startup Nation, on va les sauver. J'avais tort. Cette thèse, c'est l'histoire de ma déconstruction. C'est le carnet de voyage d'une exploratrice qui découvre le continent dont elle ignorait l'immensité. Je suis allée à la rencontre du monde solidaire. Des grandes voix du secteur. Benoît Hamon, Maud Sarda, Claire Toury, Elsa Dacosta, Daniel Ball, les bénévoles de la Croix-Rouge, France Bénévolat, les salariés d'Emmaüs Connect, les militants activistes, les dirigeants associatifs, les magiciens de la tech chez Shareit, Framasoft, iRaiser, les interviews officielles, structurées, les conversations informelles dans les allées des salons, au détour des forums, sur LinkedIn, des heures de veille intensive, de podcasts, webinaires, tables rondes. Et c'est là, au rythme des rencontres avec ma problématique, que mon château de cartes théoriques a commencé à trembler. Tenter de décrypter l'ESS, c'est accepter à la fois sa complexité et sa cohérence. Voir dans sa diversité non pas un désordre, mais une constellation. L'ESS est présente dans la plupart des secteurs d'activité. Associations, coopératives, fondations, mutuelles, entreprises commerciales de l'ESS, il faut juste réaliser que l'ESS se tient à la croisée de l'économique, du social, du politique et du culturel. Et finalement, il s'agit de comprendre pourquoi la transformation numérique, qui traverse l'ensemble des organisations, c'est clair, du plus petit collectif au plus grand réseau, pose des questions sensibles.
En fait, elle touche directement à la gouvernance, à la participation, à la manière d'accueillir, de décider, de coopérer, de redistribuer. Avant de parler numérique, il faut intégrer que l'ESS, ce n'est pas qu'un secteur, c'est une manière d'entreprendre, de gouverner, de créer de la valeur autrement. Et c'est précisément ce qui rend sa transformation numérique nécessaire, mais aussi si délicate et si déterminante. Et j'ai découvert que l'économie sociale et solidaire, l'ESS, elle n'a pas besoin d'être sauvée par la logique d'entreprise. Elle a besoin d'outils qui respectent sa nature. Nous sommes en 2026. Le contexte est brutal, la réalité géopolitique brûlante. Mes recherches s'inscrivent donc dans une période de turbulence inédite pour l'économie sociale et solidaire en France. Ma prise de parole d'aujourd'hui, elle n'est pas hors sol. Elle intervient à un moment où le secteur joue à la fois sa survie et son identité. La formation du gouvernement Lecornu II en octobre dernier a marqué une véritable rupture symbolique et opérationnelle majeure. L'absence d'un ministère de plein exercice dédié à l'ESS, ça a envoyé un signal de relégation du secteur, perçu évidemment comme une simple variable d'ajustement économique plutôt que comme un pilier de la cohésion sociale. Cette fragmentation politique, elle est en plus intervenue simultanément avec la mobilisation massive « Ça ne tient plus » du 11 octobre dernier. Cette mobilisation, c'était un cri d'alarme historique sur la fragilité financière, structurelle des associations. Il faut savoir qu'il y a 1,4 million d'associations en France qui agissent auprès des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de difficulté, ou pour accompagner dans les demandes de logement, pour aider les femmes victimes de violences, pour le sport, dans la culture, pour le vivre ensemble. Ces associations, elles sont absolument partout, et en ce moment, elles sont face à des difficultés financières sans précédent. Les projets de loi de finances se succèdent, tels des ondes de choc dans l'ESS. Les budgets régulièrement coupés à la hache le sont cette fois de manière drastique. Baisse prévue initialement, moins 54%. Pour Benoît Hamon, le président d'ESS France, c'est une saignée sans précédent. Et dans cet écosystème fragilisé, le tsunami numérique qui continue de déferler. Les organisations ne se demandent plus, bien sûr, s'il faut se digitaliser, s'équiper, se former. Ça, elles le savent. C'est devenu leur quotidien, leur environnement, comme le nôtre. Le digital, c'est plus juste avoir un site web ou être sur Instagram. C'est la puissance de mobilisation, la collaboration à plus grande échelle, le pouvoir de l'image, le don en ligne, par SMS, RCS, la mise en place par l'IA générative d'une veille automatisée, des appels à projets, la segmentation des donateurs, l'automatisation du traitement des collectes de fonds. Voici la tension centrale de ma recherche. Le numérique est un amplificateur extraordinaire. En un week-end, il permet de lever 16 millions. Il permet de collecter un 2e milliard en seulement 18 mois. Il rend visible l'invisible, à l'image de Soliguide. Mais le numérique n'est pas neutre. Quand vous installez un CRM, comme Salesforce, HubSpot, vous n'optez pas uniquement pour un logiciel, vous importez une philosophie qui dit la vitesse vaut mieux que la lenteur, le volume vaut mieux que la profondeur, ce qui se mesure vaut mieux que ce qui ne se voit pas. Lorsqu'en parallèle, la baisse des subventions et la généralisation de la logique d'appel à projet obligent les structures à adopter des logiques d'efficacité proches du secteur lucratif, cela crée un terreau fertile pour ce que j'ai nommé la dissolution silencieuse. On adopte un nouvel outil, puis un autre, et sans même s'en rendre compte, on se met à penser comme une start-up de la Silicon Valley.
On commence à mesurer le succès en nombre de clics, en likes, et on finit par oublier l'impact humain. Cette dissolution silencieuse, c'est le risque qu'en adoptant les outils du marché pour survivre, l'ESS devienne lentement, silencieusement, le marché. Que nous optimisions si bien les processus que nous en optimisions l'humain, jusqu'à le faire disparaître de l'équation. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter la technologie, mais plutôt de démontrer que sans une politisation de ces outils, l'efficacité numérique se paiera au prix de la mort sociale du secteur. Il faut effectivement regarder le terrain un peu en face. Je vais passer rapidement sur le constat, je vous laisserai lire mes écrits, mais je veux insister sur 3 des 4 lignes ici de fractures majeures que le choc numérique a révélées. Premièrement, je fais un zoom sur la trappe de la mesure. C'est un concept clé. Les associations sont sous une pression folle pour prouver leur impact. Les financeurs veulent des tableaux de bord, ils veulent du retour sur investissement. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on mesure la dignité restaurée d'un sans-abri? Comment est-ce qu'on mesure la confiance retrouvée d'un enfant à l'hôpital? Les outils numériques que nous utilisons, ils adorent la donnée binaire, mais ils détestent la nuance. Le risque, c'est que nous commencions à prioriser les actions qui se mesurent bien au détriment des actions qui font du bien. C'est le piège de l'indicateur roi. Deuxièmement, zoom sur la dépendance aux outils et aux infrastructures techniques. On construit nos maisons sur des terrains loués. Quand une association dépend à 100% de l'algorithme de Meta ou de Google, elle perd sa souveraineté. J'ai vu cette peur dans les yeux des dirigeants. La peur d'être plateformé, la peur de ne plus posséder ses propres données. Troisièmement, zoom sur le choc culturel et la fatigue des équipes. Ben oui, le secteur, il est fatigué. L'urgence sociale, elle ne faiblit pas. Et si ça ne suffisait pas, les équipes sont épuisées par l'injonction paradoxale à innover, à se digitaliser, alors qu'elles luttent déjà quotidiennement pour simplement exister. Alors, comment fait-on pour s'assurer que la technologie serve l'intérêt général au lieu de le redéfinir en douce? En fait, il s'agit de savoir si on peut adopter les outils du XXIe siècle sans pour autant renier les valeurs d'humanité, de démocratie, de solidarité, bref, ce qui est vraiment au cœur de l'ESS. C'est en quelque sorte son véritable test d'identité. Comment l'ESS peut-elle avancer, changer d'échelle, se moderniser, se digitaliser, sans en cours de route dissoudre son âme dans le processus? Bon, le tableau, il peut paraître un peu sombre, je sais bien, mais attention, tout n'est pas perdu, c'est la bonne nouvelle, loin de là. Comme elle l'a toujours fait, l'ESS continue d'innover avec des stratégies et des solutions. Aujourd'hui, on observe déjà 3 grandes trajectoires. Aucune, attention, aucune n'est ni supérieure ni étanche aux autres. Chacune va répondre à des contextes, des ambitions, des contraintes spécifiques. Je les conçois comme des logiques dominantes en fait, susceptibles même de coexister, d'évoluer dans le temps ou de se recomposer selon les phases de développement des organisations. Ces trajectoires, elles sont un cadre qui permet aux acteurs de l'ESS de se situer, de clarifier leurs choix stratégiques et d'anticiper les tensions qu'ils devront gérer. D'abord, il y a la plus commune, la convergence maîtrisée. On utilise les outils du marché, on essaye de garder le contrôle pour protéger sa mission quand même. C'est la voie de la majorité. Elle accepte les outils du marché, oui, mais attention, on va utiliser Salesforce, on va utiliser l'IA, mais on va les hacker. La trajectoire, elle les entoure de garde-fous éthiques. Elle remet la mission à la place du conducteur. C'est la voie de l'hybridation, mais c'est aussi la voie la plus dangereuse. Parce que pour moi, la pente vers la dissolution silencieuse, elle est glissante. C'est aussi la voie la plus prometteuse, si on veut changer d'échelle maintenant, dans l'urgence de 2026. Alors on va y revenir. C'est la voie sur laquelle je vais concentrer mon propos aujourd'hui. Ensuite, il y a une voie plus radicale, l'autonomie numérique. On décide de construire ses propres outils,
souvent open source, pour être le plus indépendant possible. C'est la voix des puristes, les Framasoft, les Copcycle, les chatons. Ils refusent les outils propriétaires. Ils construisent des communs. C'est noble. C'est souverain. C'est la voie royale éthique. Mais soyons honnêtes, c'est pas simple à financer, c'est lent et ça demande des compétences techniques pointues surtout. C'est donc pas très accessible pour la petite asso de quartier dès demain matin. Et enfin la troisième voie, celle de la résistance collective. On fait alliance pour essayer de changer les règles du jeu. C'est la voie politique par excellence, l'Union pour le réemploi solidaire qui se bat contre Vinted. Ici, on utilise le numérique comme une arme de plaidoyer pour changer la loi, pour protéger le secteur non marchand. C'est vital. Mais ça ne résout pas les inefficacités opérationnelles du quotidien. Et c'est là qu'est tout le paradoxe en fait. La voie qui paraît la plus simple, enfin celle que je trouve la plus pragmatique, la première, celle de la convergence maîtrisée, c'est aussi la plus risquée. Essayer de jouer le jeu avec les outils des géants du web sans être hyper vigilant à chaque instant, c'est prendre le risque direct de cette dissolution silencieuse dont on parlait. Alors comment fait-on? Comment avance-t-on sur cette ligne de crête? Mon ambition justement, c'est de proposer des pistes très concrètes pour que cette transformation numérique reste vraiment au service de l'humain. Il fallait une sorte de boussole. J'ai construit une feuille de route en 3 actes. Inspirer, transformer, ancrer. Il y a une logique, un ordre de priorité. On ne commence pas par choisir un logiciel, c'est le principe directeur. Mais la séquence, elle est avant tout logique, pas forcément très chronologique. Il faut d'abord solidifier le sens, le pourquoi on fait les choses. Après seulement, on peut se demander avec quels outils et comment. Et enfin, tâcher de pérenniser tout ça. C'est un parcours pour s'assurer que chaque décision technologique soit aussi une décision politique, au sens noble du terme, un parcours pour choisir en conscience. Le premier acte donc, inspirer. C'est là qu'on pose les fondations pour éviter que tout le projet ne déraille. C'est le socle non négociable pour moi. Avant de commencer à construire la maison, il faut ces fondations qui soient vraiment solides. Avant d'acheter la moindre licence logicielle, il faut s'arrêter. Pour l'instant, on oublie les gadgets, on oublie les applications à la mode et on se pose la question essentielle. Au fond, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et comment cette raison d'être peut se traduire dans le monde numérique? Concrètement, ça veut dire qu'on organise un séminaire et on se pose la question, au fond, à quoi on sert aujourd'hui. Et on ajoute la dimension numérique. La question devient, qu'est-ce que le numérique change à notre mission? Mais surtout, qu'est-ce qui ne doit absolument pas changer? C'est un exercice d'alignement. On définit ces lignes rouges en fait. En faisant ça dès le départ, on s'assure que la technologie restera un serviteur et ne deviendra pas le maître, tout simplement. Donc d'abord, on dépoussière sa mission. Ensuite, on écoute, vraiment. On va voir les gens sur le terrain, les bénéficiaires, les partenaires, et on leur demande ce dont ils ont réellement besoin. Et enfin, on écrit les règles du jeu. Je ne parle pas d'une charte que tout le monde signe une seule fois et qui finit au fond d'un tiroir. Non, ça c'est pas un document administratif que je vois. C'est un outil de décision très concret. Cette charte, elle doit contenir des choses simples mais engageantes. Par exemple, nos données appartiennent à nos bénéficiaires. Nous nous engageons donc à ne pas utiliser d'algorithmes opaques. Nous visons la sobriété numérique. Nous garantissons l'accessibilité. Et une fois que c'est écrit, ça devient le filtre à travers lequel on va évaluer chaque nouvelle solution. On pourra dire, ce logiciel, il a l'air super, mais est-ce qu'il est compatible avec notre charte sur la propriété des données? Non? Alors on ne le prend pas. C'est aussi simple que ça. Un cadre éthique clair, donc, qui dit, voilà les lignes rouges qu'on ne franchira jamais avec le numérique. Par exemple, je recommande l'instauration d'un droit à l'explication pour tout algorithme utilisé. Si nous utilisons une IA pour trier des dossiers de bénéficiaires, à minima, quand même, un humain doit être capable d'expliquer pourquoi une décision a été prise. Si l'algo c'est une boîte noire, il n'a pas sa place dans l'ESS.
À l'ère numérique, notre mission ne change pas, mais la manière de la délivrer change. Il faut traiter la technologie comme un choix politique. L'acte 1, c'est un peu notre assurance vie contre la dérive. Bon, une fois qu'on a cette belle vision, comment évite-t-on qu'elle ne reste lettre morte? On entre dans le dur là, avec l'acte 2, transformer. Là, on passe de la parole aux actes, de la vision à la réalité du terrain. Écoutez bien parce que c'est ici que tout se joue. La transformation, elle commence par les humains. C'est donc de former et d'acculturer les équipes en premier lieu. Le mot ici, c'est acculturer, pas seulement former. On ne parle pas juste de former les équipes à cliquer sur des boutons, non, on va les former à avoir un esprit critique face au numérique. L'enjeu, c'est de construire une culture numérique commune, où chacun, du comptable au travailleur social, va comprendre les enjeux stratégiques et éthiques dont on vient de parler. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait quand on a dans la même équipe des gens d'une soixantaine d'années qui ont toujours travaillé sur le papier et puis des jeunes de 25 ans qui sont nés avec un smartphone dans la main? Ben, c'est tout le défi, hein. La clé, c'est de proposer des formations qui soient accessibles, inclusives et surtout qui donnent du sens. Il ne faut pas que ce soit vu comme une contrainte, mais comme une opportunité, comme un levier de développement personnel et surtout collectif. L'objectif, c'est d'éviter à tout prix de créer une organisation à deux vitesses. Un côté les sachants et l'autre les profanes qui subissent. Si la culture devient partagée, la transformation, elle est portée par tous. Et une fois que les équipes sont prêtes, vient le moment fatidique du choix des outils. C'est souvent là que les choses se compliquent, hein. Alors il va falloir adopter des outils sans surprise, adaptés, éthiques, modulables. On ne choisit pas les outils les plus sexy ou les plus connus. Non. On choisit ceux qui sont les plus éthiques, ceux qui ont, enfin en tout cas, qui respectent nos valeurs. Le mot qui résume cette étape, c'est autonomie, tout simplement. Le but, c'est de choisir des solutions qui ne vous rendent pas captif d'un fournisseur. C'est quoi être captif? Ça veut dire C'est quoi ne pas être captif? Ça veut dire privilégier des critères comme l'interopérabilité, par exemple. Est-ce que je pourrais facilement changer d'outil demain? Récupérer mes données? Est-ce que je suis enfermé à vie? C'est une question cruciale. Ça veut dire aussi la maîtrise des données. Hein. Où est-ce qu'elles sont stockées? Qui y a accès? Et enfin, la compatibilité avec la gouvernance. C'est en fait un arbitrage constant entre la facilité immédiate souvent offerte par les grandes plateformes et la souveraineté à long terme. S'ajoute à cela une source d'angoisse pour beaucoup d'associations, la mesure d'impact. On sent cette pression permanente des financeurs qui veulent des chiffres, des KPIs. Le risque, c'est de finir par passer plus de temps à remplir des tableaux Excel qu'à faire son vrai travail. C'est la trappe de la mesure. C'est un piège redoutable. À force de vouloir tout prouver par des chiffres, on finit par ne piloter que ce qui est facile à chiffrer. Le nombre de repas distribués ou d'heures de formation. Et on perd de vue l'essentiel, qui est pour le coup souvent immatériel. Alors il faut co-construire une mesure d'impact social mixte. L'idée, c'est de refuser la dictature du quantitatif. On développe un tableau de bord équilibré, mixte donc, qui mélange les deux. Bien sûr, on va garder des indicateurs d'activité, c'est incontournable, mais on va les compléter avec des indicateurs qualitatifs puissants, des récits de vie, le suivi des trajectoires, des témoignages qui racontent la véritable transformation humaine. La mesure doit rendre compte de la richesse de la valeur créée, pas la caricaturer. Au lieu d'optimiser pour le clic, on optimise pour la confiance. C'est ça qu'est l'outil. C'est utiliser la puissance de l'automation pour créer du lien, pas pour le remplacer. Alors on ne compte plus juste les repas servis. On s'intéresse aux conversations tenues. Et on va utiliser l'audio, la vidéo, le récit narratif comme des preuves légitimes d'impact. Le numérique va nous permettre de capturer ces histoires à grande échelle.
et on va l'utiliser pour ça, pour faire de la donnée qualitative une donnée dure. Toute cette approche, elle semble prudente, réfléchie, mais elle n'exclut pas l'innovation pour autant. Il faut bien aussi essayer de tester des nouvelles choses. C'est le sens de l'étape 7. Expérimenter des coopérations intersectorielles. La transformation numérique, c'est aussi une opportunité incroyable de créer des alliances nouvelles avec d'autres associations, d'autres collectivités, voire même des entreprises à impact qui partageraient les mêmes valeurs. Mais plutôt que de se lancer dans de grands projets risqués, moi je recommande d'utiliser des cadres comme les Living Labs. Ce sont des espaces d'expérimentation à petite échelle. On peut y co-créer une solution avec des partenaires, la tester en conditions réelles, apprendre, décider ensuite si on passe à l'échelle ou non. C'est le principe du test and learn, hein. Ok, on a inspiré, on a transformé. Ben, il est temps que tout ça, ça s'ancre dans la durée. Acte 3, ancrer. Comment on fait pour que ça tienne la nouvelle norme? C'est tout l'enjeu du dernier acte. Et la première clé, c'est la structure du pouvoir. En fait, l'étape 8, ça va être de faire évoluer la gouvernance vers des modèles ouverts et partagés. C'est un point paradoxal parce que le numérique peut être un formidable outil pour renforcer la démocratie interne, hein. Mais il peut aussi la tuer en créant de la distance, en déshumanisant les échanges. Alors comment est-ce qu'on évite cet écueil? Le secret, c'est de ne jamais opposer les outils numériques et les interactions humaines. Il faut combiner le meilleur des deux. Si on prend l'exemple d'Enercop, la coopérative d'énergie, c'est un cas fascinant. Ils utilisent des outils de vote et de concertation en ligne qui permettent à des milliers de sociétaires partout en France de participer, mais en même temps, ils gardent le contact humain. Ils maintiennent les assemblées locales, les moments physiques où les gens se rencontrent, débattent, se parlent vraiment. Ils n'ont pas sacrifié la qualité du débat sur l'autel de l'efficacité numérique. Après, j'en ai conscience, hein, la formation, les outils, la gouvernance, ça semble complexe, ça semble coûteux, surtout pour une petite structure. Alors comment faire pour ne pas être écrasé par l'ampleur de la tâche? Cette question, elle justifie mon étape 9. Créer des alliances durables dans des écosystèmes territoriaux. L'objectif ici, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de tout réinventer seul dans son coin. Surtout pas. Pour une organisation isolée, le coût de la transformation numérique, la veille technologique, c'est souvent insurmontable. L'idée, c'est donc d'essayer de mutualiser les efforts. Arrêtons d'essayer d'être une licorne. Soyons un zèbre. Ne changeons pas d'échelle seuls. Mutualisons. Le projet SoliGuide, c'est l'exemple parfait. Au lieu que chaque association construise son propre annuaire des accueils de jour, ils ont construit un commun numérique partagé, une base de données unique, accessible à tous. C'est ça le scaling distribué. C'est résilient, c'est efficace et ça crée un maillage de solidarité qu'aucun géant isolé ne peut briser. Et ça se traduit par le fait de rejoindre ou de créer des collectifs, comme les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE. L'objectif est de construire des communs, une plateforme logistique partagée, des outils numériques mutualisés, une stratégie de plaidoyer commune. Encore une fois, l'exemple de l'Union pour le réemploi solidaire, il est frappant. De grands réseaux comme Emmaüs se sont alliés pour peser ensemble face aux géants de la seconde main en ligne. Seuls, ils sont hyper vulnérables. Ensemble, ils construisent une alternative. Et même une alternative crédible, même si elle n'est pas tout à fait rentable encore. On a donc une gouvernance adaptée, des alliances solides, il reste une dernière étape, qui me semble boucler la boucle avec la question de la mesure d'impact. L'étape 10, c'est valoriser l'impact social, dans une logique de transparence et de plaidoyer. Les données qu'on a apprises à collecter à l'étape 6 ne servent plus seulement à remplir des rapports. Elles deviennent une arme politique, c'est-à-dire que la mesure devient un outil pour affirmer sa place dans la société, pas seulement pour se justifier. On passe d'une posture défensive à une posture d'affirmation. En transformant ce travail de mesure en outil de communication et de plaidoyer, on peut, comme le fait le mouvement associatif,
montrer preuve à l'appui le rôle essentiel de l'ESS. Et là, tout change. On ne dit plus « S'il vous plaît, financez-nous ». On dit « Voici la valeur que nous créons. Voici la valeur inestimable que nous créons pour la société. Et voici ce dont nous avons besoin pour la démultiplier. » Là voilà ma feuille de route. Alors, à la fin du parcours, qu'est-ce qu'on gagne? C'est pas juste une liste de nouvelles applications métiers ou un site web plus joli. Non, non. On gagne en liberté, on gagne en capacité à faire face aux crises, on gagne en impact. En fait, on devient une organisation pleinement du XXIe siècle, sans avoir vendu son âme au passage. Pour l'ESS, avancer, c'est un acte politique. Pour une convergence maîtrisée, la question aujourd'hui, ce n'est plus faut-il se numériser? Ça, c'est acté. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on le fait bien? À mon sens, il faut repolitiser la technique. Arrêter de penser que la tech est neutre. Il faut oser sortir du piège de la mesure et piloter par le sens. Jouer collectif, mutualiser les outils, les compétences. En somme, garder l'humain dans la boucle. Le numérique, c'est un choix de société. Le grand défi du secteur social, il est là. Prouver qu'une autre voie numérique est possible. Une voie où on peut être performant sans jamais renoncer à son humanité. Alors, en pensant à votre propre organisation, quel serait le tout premier pas? Toute première petite action à faire dès demain. Parce que les plus grandes révolutions, elles commencent toujours par un petit geste. J'ai commencé en vous disant que j'étais marketeuse. Et vous pourriez me demander, mais qu'est-ce qu'une marketeuse sait de la justice sociale? Eh bien en fait, beaucoup de choses. Les marketeurs, ils savent comment capter l'attention dans un monde saturé. Nous savons analyser les comportements, nous savons fidéliser. L'ESS a le meilleur produit au monde, la solidarité, le sens, l'espoir. Mais ces canaux de distribution, ils sont souvent un peu obsolètes. Ma thèse prouve que nous pouvons prendre la stack sophistiquée du monde corporate et la détourner pour le bien commun. Mais nous devons le faire avec une vigilance absolue. Nous avons besoin de profils hybrides, de technologues sociaux, des gens qui parlent Python et peuple, des gens qui comprennent l'EBITDA et l'empathie. C'est le défi de formation de la prochaine décennie et c'est là que je veux agir. Pour conclure, l'ESS peut-elle avancer sans se dissoudre? Absolument. Mais seulement si elle refuse d'être passive. La transformation numérique de l'ESS, c'est pas une mise à jour technique. C'est une bataille. C'est la bataille pour prouver qu'à compter de 2026, l'efficacité n'appartient pas qu'aux loups. Que nous pouvons être grands, rapides et intelligents tout en restant humains. J'ai tracé la feuille de route. Maintenant, c'est à nous les praticiens, les dirigeants, les futurs managers hybrides comme moi, de l'emprunter. Je vous remercie.